Né en 1927, Albert Uderzo a derrière lui plus de 50 ans de carrière dans la bande dessinée. Fils d'immigrés italiens, il est très tôt saisi par la passion du dessin, passion qu'il fait entrer en 1940, il a 13 ans, à la Société parisienne d'édition. Là, il fait la connaissance d'Edmond François Calveau, dessinateur de La Bête est morte, qui exercera sur lui une influence durable. Dans l'immédiate après-guerre, il collabore à un projet de dessin animé, invente de nombreux personnages de papier, tout en travaillant comme dessinateur-reporter dans la grande presse. Au début des années 50, Uderzo est contacté par l'agence belge Word Press, où il rencontre les scénaristes Jean-Michel Charlier et René Goscinny, avec lesquels il se lie d'amitié et entame des collaborations extrêmement prolifiques. Les années 50 seront pour les trois compères une période de travail intense, qui débouchera en 1959 sur le lancement de Pilote, l'hebdomadaire qui va révolutionner la bande dessinée française. Albert Uderzo est doublement au sommaire du numéro 1 de Pilote, dans le registre humoristique avec Astérix et réaliste avec Tanguy et la Verdure, un vrai travail de Romain. Le phénoménal succès d'Astérix l'incite à abandonner ses autres séries pour se consacrer uniquement aux aventures du petit Gaulois. René Goscinny disparaît prématurément en 1977. Albert Uderzo décide de poursuivre seul les aventures d'Astérix et fonde les éditions Albert René. Depuis 1959, 290 millions d'albums d'Astérix se sont vendus dans le monde, et Uderzo est sans doute l'auteur français le plus lu dans le monde. Alors une date très importante dans mes souvenirs d'enfance, c'est 1934. Pourquoi 1934? Parce que j'ai découvert dans le journal que mes parents achetaient, le quotidien, le Petit Parisien, les premières bandes dessinées de Mickey. Enfin, il y avait une bande dessinée en bas de page qui comportait 4 ou 5 dessins, pas plus. Et j'ai commencé à suivre ça, l'histoire de cette petite souris, et j'ai fait une découverte, comme beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai tout de suite été accroché et je suis tout de suite tombé amoureux de ce petit personnage. Je crois me souvenir d'ailleurs de cette aventure. C'était Mickey qui était à la recherche de... Je crois que c'était Chrysostome. Chrysostome, c'était l'homme cheval, qui était prisonnier d'un savant fou dans un château bizarroïde où il y avait des tas de trappes dans lesquelles on risquait de tomber et où il y avait des crocodiles qui vous attendaient pour vous bouffer. Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette bande dessinée, très ancienne d'ailleurs, puisque 1934, elle a dû être faite en 32 ou 33, pour la passer dans le journal des 35 ans d'Astérix. La maison Disney a bien voulu nous la confier. Et j'ai retrouvé toute mon enfance en revoyant cette bande dessinée. C'est formidable comme les souvenirs sont très, très vifs chez un enfant. Mais il était hors de question pour moi de me dire qu'un jour, moi aussi, je ferais des histoires comme ça. Ça n'a pas évolué dans ce sens-là tout de suite. Non, moi, à 7 ans, puisque j'avais 7 ans, je voulais être clown. Alors que tous mes petits copains voulaient être pompiers, facteurs, gendarmes, en général des rôles à costume, avec des boutons dorés. Moi, je voulais être clown. Et pas n'importe quel clown, parce qu'il se trouve que là aussi, j'avais eu un fol amour pour un des clowns qui faisait partie du trio des Fratellini. Fratellini qui étaient des clowns extraordinaires à cette époque, pas d'avant-guerre. Et je demeurais dans une banlieue pavillonnaire, à Clichy-sous-Bois très exactement. Et en face chez moi, il y avait un mur en briques qui cernait une maison de rentier. Et quand le cirque Bouglione passait dans les environs, il collait ses affiches sur ce mur. Et je me souviens toujours de 3 affiches qui montraient chacun des portraits de chaque clown des Fratellini. Et j'ai vu Albert Fratellini. C'était le grotesque, celui qui avait un gros nez rouge, avec des grands yeux carrés blancs, avec une espèce de paillasse à la place des cheveux, et puis une bouche énorme. Et j'ai trouvé qu'il était très beau. Et en plus, il s'appelait Albert, mon prénom. Alors, je me suis collé à l'affiche, mais j'avais vraiment le dos collé à l'affiche. Et j'attendais que les passants passent
pour qu'il regarde cette affiche. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il pouvait en penser de ce gosse qui était collé à l'affiche, mais j'avais l'impression que c'est moi qui le voyais. Alors vous voyez déjà le cabotinage où ça allait se nicher. Bon, évidemment, je n'ai pas été clown, mais en quelque sorte, c'est un peu une réminiscence de ce goût pour les clowns qui m'ont fait faire des personnages grotesques, qui sont tous des clowns en fait, qui ont tous des gros nez. Le psychiatre pourra développer peut-être plus, un psychiatre pourrait développer davantage le sujet. Mais voilà, donc c'était mes amours d'enfance, mes passions d'enfance. Et puis bon, évidemment, je dessinais et je voyais mon frère dessiner. Parce que mon frère avait un bon coup de patte aussi. Mon frère est toujours 7 ans mon aîné. Et pour avoir la paix, comme il était assez vif, ma mère lui donnait 10 centimes pour qu'il dessine. Alors il dessinait du Benjamin Rabier, oui, je me souviens de ça. Je le regardais béatement et je me suis mis aussi à dessiner. C'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs un jour que j'étais daltonien parce que j'ai fait un dessin en faisant des brins d'herbe rouges. Et quand j'ai montré ça à ma mère, elle me dit pourquoi tu fais les brins d'herbe rouges? Mais j'ai dit, ils sont pas rouges, ils sont verts. J'ai vu à sa tête qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. D'où le phénomène qui m'a échappé, mais que j'ai retrouvé beaucoup plus tard professionnellement, avec le nombre de chapeaux verts que j'ai fait et qui faisaient rire bien tout mon entourage, qui m'ont fait comprendre qu'à partir de ce moment-là, il était temps pour moi de prendre un coloriste. Ce que j'ai fait d'ailleurs et que je continue à faire. Voilà, en ce qui concerne mes premières attaches, si vous voulez, indirectes, avec le métier que je fais aujourd'hui. Et puis plus tard, j'ai quand même fait des bandes dessinées parce qu'il m'est venu quand même le goût, pas de la bande dessinée véritablement, moi j'étais amoureux de Disney, mais à travers ses films, les films d'animation. Parce que bon, bien sûr, je suivais la bande dessinée d'abord que je venais de vous indiquer sur Le Petit Parisien, mais après est apparu le journal de Mickey. Alors là, évidemment, j'achetais tous les jeudis le journal de Mickey, mais je voyais surtout au cinéma les courts-métrages de Disney. Et là, pour moi, c'était la féerie. Je rentrais dans un monde féerique et je disais, plus tard, je serai le Walt Disney français. À fond la casse. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais pas faire de dessin animé, puisque je ne savais pas du tout comment ça se faisait, bien sûr, je n'avais aucune notion. Alors je faisais des bandes dessinées, et ça étonnait un peu mon entourage de voir ce petit bonhomme qui faisait des cases. J'avais oublié qu'il fallait faire des espaces d'ailleurs entre les cases. C'était vraiment très innocemment fait. Et ça a peut-être été le déclenchement d'un certain processus qui a fait que ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Et c'est là où mon frère aîné a 7 ans de plus que moi, a trouvé bizarre que je puisse avoir ce goût pour la bande dessinée. Et en 1940, j'avais 13 ans donc, il m'a présenté aux éditions au 43 rue de Dunkerque à la SPE, Société Parisienne d'Édition. Et les gens ont trouvé ça assez étonnant que ce gamin de 13 ans en culottes courtes, puisqu'on portait encore des culottes courtes à l'époque, puisse faire des choses aussi bizarres, et ils m'ont gardé avec eux pendant 1 an. À la SPE, du haut de mes 13 ans, j'ai d'abord côtoyé des dessinateurs, des vrais, ceux qui faisaient des dessins. Parce que, encore une fois, je ne m'imaginais pas que c'était un métier qui pouvait être fait par des bons hommes. L'aura de Disney, pour moi, Disney était un dieu, c'était pas un être humain. Donc, je rencontrais des gens qui faisaient des petits dessins pour amuser les jeunes enfants comme moi. Et j'ai rencontré deux dessinateurs, entre autres, on peut en parler de plusieurs autres, mais principalement Calvo. Calvo était certainement celui qui m'avait très influencé et qui plus est, que j'ai rencontré souvent, pour une raison très simple, c'est que
comme tout bon dessinateur, il était toujours en retard dans ses livraisons. Et il demeurait porte de Montreuil. Porte de Montreuil, moi je demeurais rue de Montreuil, qui n'est pas la porte à côté. Mais dans l'esprit des gens, de mes employeurs, ils croyaient que je demeurais à côté de chez Calvo. Ils me disaient, tu vas passer chez Calvo pour aller chercher sa planche qui est en retard. Je ne leur disais pas évidemment que c'était très loin, parce qu'il fallait que je prenne le métro pour aller le voir. Et je le voyais finir sa planche. Et il m'acceptait à côté de lui, c'était un homme qui était généreux, qui était bon et généreux, qui était un grand gaillard, et qui avait accepté que ce petit bonhomme reste à côté de lui, le voir travailler. Et j'étais très silencieux, j'étais à côté de lui, je bavais d'admiration. Je le voyais travailler, il avait des plumes anglaises. Pour moi, c'était magique, une plume anglaise qui était d'une souplesse extraordinaire. Et il employait ça comme on emploie un pinceau, exactement. Donc, qui plus ça, en plus, son travail, je l'amenais chez moi, parce qu'il finissait très tard. Et chez moi, je regardais cette planche avec admiration. Je disséquais tous ses traits. Et puis je ramenais la planche le lendemain, évidemment. C'était un trésor qui était fabuleux pour moi. Donc cet homme m'a marqué. D'abord par son dessin, bien sûr, par sa technique, et puis ensuite par sa gentillesse. Ma véritable époque professionnelle, c'est mon époque hockey, le journal hockey. Et je suis allé voir donc celui qui s'occupait de ça, c'était rue Jean Goujon, je me souviens toujours, qui était un dénommé René de Tir. Et je lui ai présenté un personnage qui m'emballait à l'époque, dans une époque qui m'emballait surtout, qui était une époque, on revient toujours aux Gaulois, une époque celtique, mais celtique un peu style chevalier de la table ronde, vous voyez, un peu plus tard que les Gaulois. C'était pas bien défini dans l'époque, mais c'était un peu ça. C'est pour ça d'ailleurs que le personnage est plutôt brut de forme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de costume véritable, mais il est toujours accompagné d'un petit compagnon qui ressemble, paraît-il, étrangement à Astérix, parce qu'il a un casque avec des ailes, et il n'est pas gaulois, mais il est n'importe quoi. Il est viking, il est gaulois, enfin bon, c'est un celte. Alors il y a eu donc Arisbuck qui est apparu, mais j'étais pas très fidèle avec mes héros à l'époque. Mais je faisais un épisode très court, d'ailleurs de 20 et quelques planches. Et tout de suite après, je recréais un nouvel héros. Alors automatiquement, c'était le fils. Donc ça a été le prince Rollin, fils d'Arisbuck. Et puis Rollin est passé aux oubliettes et j'ai fait Bellois. Et Bellois, ça s'est arrêté à Bellois parce que je suis parti faire mon service militaire. Et à mon retour, j'ai eu beaucoup de difficultés. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup de difficultés à trouver des journaux des supports en tout cas, qui veuillent bien me permettre de travailler. J'ai failli abandonner ce métier d'ailleurs, parce qu'il fallait que je travaille, j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais trouvé un métier de chauffeur poids lourd à la Petite Rosselle, dans l'Est. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver, grâce à Dansley, qui était secrétaire du syndicat du club des dessinateurs à l'époque, qui m'avait dit, tu devrais aller voir la grande presse, peut-être que ce qu'on appelait la grande presse, c'est-à-dire les journaux, les quotidiens ou même les journaux style France Dimanche, peut-être qu'eux te donneront du travail. C'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé à France Dimanche où là, on m'a donné un travail, c'est-à-dire à illustrer les chiens écrasés. Alors je grossissais l'événement, évidemment, c'était pas moi qui le demandais, mais c'était la rédaction qui me demandait de grossir les événements dont on ne pouvait pas tirer de photos. Et pour ça, je vous assure que d'un petit événement, on en faisait un énorme. Et puis un jour est arrivé chez moi un monsieur, Yvan Cheron, qui était un Belge qui avait une agence de presse à Bruxelles. Et il tenait à installer des bureaux à Paris pour étendre un petit peu son champ d'action. Il avait remarqué mes dessins donc, dans France Dimanche et il m'avait dit, écoutez, je vous invite à Bruxelles,
Vous allez voir l'équipe, c'est une équipe sympathique et ça vous offre un séjour d'une semaine là-bas. Très heureux évidemment de retomber dans la bande dessinée, le rêve de toujours. Et je suis arrivé là-bas et je suis tombé sur une bande de fous. Une bande de fous parce que, bon, je suis arrivé d'abord dans l'appartement qu'occupait Trois Fontaines, qui était une garçonnière, dans laquelle couchaient des dessinateurs qui, par exemple Hubinon, Victor Hubinon, qui travaillait d'arrache-pied et qui travaillait 4 jours par semaine, et il partait à Liège, son lieu d'habitation, 3 jours par semaine. Et pendant ces 4 jours, il travaillait quasiment jour et nuit. Et la première nuit que j'ai passée là-bas chez Trois Fontaines, j'ai été réveillé à 3 heures du matin, on ne m'avait pas prévenu, par un bruit insolite, et j'ai vu dans le noir arriver un type qui est venu s'installer à côté de moi sur une... On n'avait pas de lit, on couchait sur des canapés ou des trucs comme ça. Et j'ai appris le lendemain que c'était Hubinon qui faisait donc Bugdani déjà à l'époque, et qui dormait ses 4 heures pour aller s'en remettre sur le travail après. J'ai connu Charlier, et de là, il est reparti l'idée de retraiter Bellois. Charlier a repris les choses en main, et il a reconstruit d'ailleurs la naissance de Bellois, en faisant en sorte que le personnage soit découvert bébé devant une statue représentant un chevalier qui s'appelait Bellois. Voilà. Et alors Charlier était un garçon évidemment extraordinaire. On ne peut pas avoir fait ce qu'il a fait sans être extraordinaire. Sur beaucoup de plans d'ailleurs, bon, bien sûr sur un plan professionnel, c'était un scénariste vraiment étonnant, qui avait une imagination débordante et qui avait surtout un pouvoir de travail comme rarement j'ai pu voir. On l'appelait tape dur. Tape dur parce qu'il était toujours en train de taper à sa machine. À la limite même on avait, à l'époque quand on était réunis ensemble dans Eddy France, on avait une maladie, c'était de jouer au jeu du 4-21. Je ne sais pas si c'est un jeu que l'on connaît bien encore aujourd'hui, qui consiste à jouer au dé, à lancer le dé. Eh bien, il continuait à taper à la machine d'une main et il jouait de l'autre main pour ne pas perdre du temps. Et c'est une image qui nous restait, d'ailleurs je l'ai dessinée combien de fois dans ces situations-là. Donc c'était un être assez exceptionnel. Je pèse mes mots en disant ça parce que c'est vrai que j'ai eu la chance je le dis souvent, de travailler avec les 2 plus grands scénaristes de mon époque, qui étaient dans deux registres différents, qui étaient Charlier et Goscinny. Le seul petit problème de Charlier, c'est qu'il avait un sentiment il aimait mentir, disons le mot. Il aimait mentir, c'est-à-dire que, comme il était toujours en retard du fait du travail considérable qu'il développait, parce qu'il prenait tout ce qui lui tombait sous la main, il ne refusait jamais un travail. Et c'était une véritable fourmi. Alors il arrivait évidemment à mécontenter le dessinateur à qui il devait fournir des scénarios, et l'éditeur qui attendait évidemment son travail. Alors, quand je l'ai connu, c'est fou ce qu'il enterrait comme monde chez lui, dans sa famille. Il avait toujours une tante qui était morte, d'où son retard. Puis à force d'enterrer tout de même, il a fallu qu'il change un peu de registre. Et alors à partir de ce moment-là, il perdait ce qu'il appelait des fardes, c'est-à-dire ses dossiers. Où on lui volait sa machine à écrire, où il perdait ses fardes. Et alors, il demandait au dessinateur de bien vouloir prendre le scénario comme ça au téléphone. Et ça, moi, je refusais catégoriquement. J'ai souvent raconté, par exemple, quand ils étaient co-rédacteurs en chef à Pilote, ils avaient deux bureaux contigus comme ça qui se rejoignaient. Lui, c'était une montagne de dossiers qui, de temps en temps, prenait la place du bureau de Goscinny, qui, lui, avait un bureau nickel. Lui, alors, il n'y avait pas une feuille de papier en trop qui se baladait. Et alors, c'était les grandes colères de Goscinny qui repoussaient invariablement tous ces dossiers sur la place de Charlier. Ça donnait des scènes assez cocasses. René Goscinny, je l'ai rencontré d'une façon assez étrange, puisque je travaillais donc déjà pour Yvan Choron, qui avait des bureaux au 34 avenue des Champs-Élysées.
Et je ne sais pas, je devais être certainement très en retard parce que, alors qu'habituellement je travaillais dans ces bureaux, là je travaillais chez moi, c'était en hiver, je me souviens bien, et j'ai vu apparaître un jeune homme assez fluet, assez mince, beaucoup de cheveux noirs et très serrés, qui me dit, voilà, je suis René Goscinny, je travaille maintenant pour la World et pour International Press, qui était donc la fameuse agence d'Yvan Cheron, et je viens chercher votre travail qui est en retard. Vous voyez, toujours la sempiternelle histoire du retard des dessinateurs. Et bon, on m'avait parlé de lui, auparavant. Trois Fontaines m'avait dit, tu vas avoir un compagnon d'infortune ou de fortune. C'est un gars qui arrive des États-Unis et qui s'appelle Goscinny. Et j'avais dit bêtement, tiens, Goscinny, aussi un Rital. Il m'a dit, non, ça ne se termine pas par un I, ça se termine par un Y. Ah bon, d'accord. Et j'étais très heureux d'ailleurs de savoir qu'un garçon arrivant d'Amérique, parce qu'on rêvait tous de l'Amérique bien sûr, qui me parlerait finalement de quelque chose dont je rêvais. Et puis quand je l'ai rencontré, je n'avais plus du tout pensé que ça pouvait être ce garçon-là. Et je me suis dit, c'est un garçon de course qui vient faire mon travail. Et puis après, nous nous sommes rencontrés alors plus sérieusement dans les bureaux. Et à ce moment-là, il était dessinateur, c'est-à-dire qu'il dessinait sa propre série qui s'appelait Dick Dix, qui était donc l'histoire d'un détective américain, un New-Yorkais qui plus est, qui avait cette faculté de courir après je dis bien courir après les voleurs ou après les gangsters, parce qu'il n'aimait pas dessiner les automobiles. Alors c'est assez étrange. Et comme il n'aimait pas non plus dessiner la foule, il y avait toujours que 2 ou 3 personnages dans les rues de New York. C'était assez étrange. Et c'est là où on a jugé que nos possibilités pouvaient se marier. C'est-à-dire que mon talent, entre guillemets, du dessin pouvait bien se marier avec le talent qu'il avait de raconter des histoires et de faire des scénarios. On a donc décidé, pour le meilleur, pour le pire, de travailler ensemble. Alors, qu'avons-nous fait en plus? Moi, j'ai travaillé quand même pour Risque Tout. Risque Tout était un nouveau journal qui a été créé toujours par Dupuis. Et là, je faisais Tom et Nelly, une série réaliste de 2 enfants qui étaient dans des tas d'aventures sérieuses, avec Octave Joly qui en faisait le scénario. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un drame, un petit drame. C'est-à-dire que nous avait vraiment des très grands contacts entre nous, entre dessinateurs belges et le peu de dessinateurs français qui travaillaient pour la Belgique. Et nous avions pour coutume de nous rencontrer. D'abord, on a commencé à nous rencontrer à mi-chemin entre Bruxelles et Paris, dans un charmant petit patelin qui s'appelait Filles-les-Étouvelles. Il y avait un restaurant là où on y mangeait très, très bien. Et on était une trentaine de lascars où on échangeait des propos. C'est d'ailleurs là, je me souviens, qu'André Franquin nous a montré un dessin. Il a commencé à dessiner son Gaston en disant, voilà, je viens de créer un personnage que j'ai envie de lancer. C'était Gaston Lagaffe. Et puis, suite à ces contacts que nous avions, on avait décidé tout de même d'essayer de revaloriser un peu cette profession. Non pas à l'instar des éditeurs, mais on sentait que ça nous concernait, nous, essentiellement. Donc on faisait ça entre nous. Alors après Filles-les-Étouvelles, effectivement, nous avons dû aller encore un peu plus loin dans nos approches entre dessinateurs. Et là, nous nous sommes réunis, à grand fracas, dans un grand restaurant de Paris. Enfin, c'est pas un restaurant, vous savez, ces lieux où on loue des salles entières. Et comme on était quand même assez nombreux, parce que là,
sont venus avec nous, quasiment toute la profession française. Et, et ça a fait grand bruit parce qu'il y aurait, paraît-il, eu un espion qui aurait été relaté l'événement auprès des éditeurs, qui aurait évidemment vu d'un très mauvais œil le fait qu'il y avait une sorte de vent de révolution chez les auteurs pour revendiquer des choses qu'ils ignoraient, bien sûr, mais pour eux, ça avait un caractère. Alors ça a déclenché une sorte de mini-scandale qui a débouché sur le fait qu'on a dit que c'était René Goscinny, le pauvre, qui en était l'instigateur. Il est vrai que René Goscinny, qui était un grand parleur, comme on le sait, qui aimait parler, qui avait le sens de la parole et qui aimait discourir, il a pris, alors qu'il n'était pas du tout responsable de ce mouvement, c'était un mouvement collectif. Trois Fontaines lui a dit, ben voilà, maintenant, puisque tu t'amuses à faire ce genre de choses, tu ne fais plus partie de l'équipe. Il avait même été assez cru et assez désagréable, parce que là j'étais présent, il avait dit Uderzo trouvera toujours du travail, toi, t'en trouveras jamais. Et je trouvais que c'était affreux parce qu'il avait besoin de manger, il avait besoin de se nourrir, et c'était un coup bas. Alors, évidemment, nous avons tous été solidaires, enfin tous. Charlie et moi, plus Goscinny qui partait, lui, involontairement. Moi, j'ai abandonné la série du jour au lendemain. Je n'avais pas de contrat. Ça m'arrangeait bien. Du jour au lendemain, j'ai dit, puisque c'est comme ça, Tom et Nelly, moi, je ne le finis pas. Et je suis Goscinny. Charlie a dit la même chose, sauf qu'il a peut-être continué quand même à faire Bugdani. Enfin bon, c'est pas un reproche qu'on lui fait. Il s'est quand même dégagé de pas mal de choses. Et il s'est dégagé de la World Press, en tout cas, sur laquelle il avait quand même pas mal de travaux à faire. Et on a décidé, avec un autre garçon qui faisait partie de la World Press, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Jean Hébrard. Je n'en ai pas parlé parce que c'est un garçon qui était en dehors de la bande dessinée. En fait, il s'occupait de la régie publicitaire de Bonne Soirée. Et il occupait le local que nous occupions au 34 avenue des Champs-Élysées. C'est un charmant compagnon. Et donc nous sommes partis tous les quatre et nous avons décidé de créer notre propre société d'édition et de publicité. La société d'édition s'est appelée Edipress et la société de publicité s'est appelée Edifrance. Alors c'est ainsi que nous avons eu de multiples travaux et travaux alimentaires, c'est le cas de le dire, puisque nous avons travaillé pour le chocolat Pupier, pour lequel nous avons fait un journal qui s'appelait Pistolin. Pistolin, pourquoi? Parce que dans les tablettes de chocolat, il y avait des bons qui s'appelaient des pistoles. Et les pistoles donnaient lieu justement à un abonnement à ce fameux journal. Alors il y a eu ça, que je me souvienne, il y a eu les pâtes Milia Frères, qui nous avaient donné aussi un petit fascicule à donner justement aux enfants qui achetaient des pâtes alimentaires. Et ce journal s'appelait Le Clairon. Ça sonne bien, Le Clairon. Or là-dessus aussi, nous avons fait des tas de choses qui... Mais ça a duré moins longtemps que Pistolin. Pistolin est un journal qui a quand même eu une longueur de vie assez suffisamment longue pour nous permettre de travailler en toute quiétude. Papa est un personnage que nous voulions créer avec René Goscinny dans les années 51-52. C'était vraiment tout nouveau. Il était un peu différent, c'est-à-dire qu'il avait toujours cette allure colossale que je revendiquais à l'époque avec mes personnages, mais qui se situait au temps moderne, c'est-à-dire que c'était dans une réserve indienne, ce qui pouvait se passer dans une réserve indienne qui restait avec leur tradition, mêlée au monde moderne. Donc on a dû remettre ça dans nos cartons, et c'est plus tard, en 1958, qu'on a réussi, grâce à André Fernández, le rédacteur en chef de Tintin, qui lui a bien voulu accepter de nous le passer dans Tintin. Voilà. Alors là, on l'a transformé un peu, on l'a remis dans un site historique de la grande découverte des États-Unis par les Français, les Anglais et consorts.
et on s'est bien amusé. Un jour, Jean Hébrain est venu nous dire, voilà, j'ai rencontré un ami de Sciences Po, parce qu'il avait fait Sciences Po, qui s'appelle François Cloteau, et François Cloteau est à la recherche d'une équipe pour créer un nouveau journal pour jeunes. Alors, on dit, bravo, c'est extraordinaire, nous on est partants, et effectivement, on a rencontré François Cloteau qui nous a donné ses ambitions, à savoir qu'il en avait assez de voir des bandes dessinées américaines qui envahissaient le marché des journaux pour jeunes en France, et il souhaitait retrouver un peu l'âme de son enfance avec le journal Benjamin, qui avait été créé avant la guerre par Jean Nohain, alias Jaboun. Et la seule directive, lui, n'y connaissait rien. D'ailleurs, il ne lisait pas de bande dessinée. Il ne savait pas lire une bande dessinée, mais il savait qu'un journal ne pouvait pas se faire sans bande dessinée. Donc il nous servait de la chose. La seule directive qu'il nous donnait, c'était justement de faire des choses typiquement françaises, issues de la culture française. Et là, notre problème a commencé parce qu'il faut se gratter un peu. Il nous semblait que tout avait été traité dans le sujet. Et puis on a eu l'idée du roman de renard, première grande idée. Et on a commencé, moi j'ai fait une première page sur un scénario toujours de Goscinny. Et puis Poivet, Raymond Poivet, que nous rencontrions souvent à l'époque, charmant compagnon et quel grand artiste aussi, lui, nous a dit, vous qui voulez faire dans le nouveau, c'est dommage parce que Jean Trubert, actuellement, fait une série sur le roman de renard. Aïe aïe. On était à 2-3 mois de la sortie du numéro. C'était donc pendant l'été 59. Et le numéro devait sortir à tout prix au mois d'octobre. Donc on a tout effacé et puis on s'est réunis chez moi. Et je me souviens, il faisait une très grosse chaleur, donc ça ne pouvait être qu'au mois de juillet ou au mois d'août. On n'a pas relevé la date. On ne pensait pas du tout à ce qui pourrait arriver par après. Et on a commencé, René m'a dit, écoute, cite-moi les périodes historiques françaises qui ont marqué l'enfance des jeunes Français. Alors j'ai commencé par l'homme des cavernes, il m'a dit non, ça a été fait de moult fois. Je lui ai dit les Gaulois, il m'a dit bah voilà, les Gaulois, toc. Et on est parti tout de suite, alors là, en un quart d'heure, c'est débranché. Lui est parti avec les noms X à cause de Vercingétorix. La seule mauvaise idée que j'ai eue, moi, c'est que j'ai cru partir avec l'archétype du Gaulois tel qu'on l'avait conçu de par nos manuels d'histoire de notre enfance, le grand celte blond aux yeux bleus, et j'ai commencé à faire c'était un peu la manie que j'avais avec les Bellois de faire des grands costauds. Et René m'a dit non, 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 moi je veux faire un anti-héros, et on en avait tellement bavé de recevoir des injonctions de la part des éditeurs d'alors qui nous disaient faites des personnages qui soient fins, beaux, à l'image de Tintin, pour que les enfants puissent s'identifier aux héros. Et on avait fait des sous-Tintin. Nous avons fait Benjamin et Benjamine, qui étaient aussi des sous-Tintin et compagnie. Donc ça, c'était des travaux alimentaires. Et quand on a pu le faire, alors à ce moment-là, René m'a dit eh ben on fait un anti-héros. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de faire un petit bonhomme laid, mais qui soit malin, sinon intelligent, malin. Alors je suis revenu sur ma planche à dessin, et comme, paraît-il, je suis têtu, c'est ce qu'il me disait, je lui ai accolé à côté un bonhomme un peu plus grand, qui n'était pas le colosse comme j'avais l'habitude d'en faire, mais qui était quand même un costaud, qui était quand même larges épaules, qui est devenu Obélix. Il avait d'ailleurs une hache, il ne portait pas encore de menhir, et puis en cours de route, comme ça se situe en Bretagne, je me dis tiens, si on en faisait un livreur de menhir, au moins qu'il serve à quelque chose. Ce qui fait que dans le premier épisode, Obélix n'a pas un rôle très important. Et puis René s'est rendu compte que se faire valoir, c'est très utile, et il a su l'exploiter ô combien. Voilà. Voilà le départ de Pilote. L'époque était assez extraordinaire parce que, bon, bien sûr que nous avions du mal à trouver des auteurs, on en a trouvé quand même des bons. Mais en plus, nous avions une équipe extraordinaire qui était l'équipe de Radio Luxembourg. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami François Cloteau était très lié avec les gens de Radio Luxembourg qui eux-mêmes avaient essayé de sortir un journal. Et en même temps, Radio Luxembourg s'était vraiment impliqué là-dedans puisque eux nous ont servi de tremplin pour la sortie du numéro 1.
Ils ont fait un battage publicitaire extraordinaire, fantastique. Et comme la radio était très écoutée à l'époque, beaucoup plus qu'elle l'est aujourd'hui, même si la radio marche encore bien, ça a été un support publicitaire remarquable et promotionnel formidable. Je crois que nous avons eu quelque chose, je ne sais plus si c'est 200 000 ou 300 000 lecteurs dès le numéro 1, ce qui nous a encouragés ou combien. Et puis, bon, il y a eu une petite mésaventure, c'est que il fallait le nerf de la guerre, c'est à savoir l'argent, et l'argent nous était apporté par deux directeurs de journaux de province qui s'appelaient Ribière et Courteau et qui avaient financé les premiers numéros. Et au bout d'un an, ils se sont posé des questions sur l'avenir de ce journal. Ils ont eu peur et ils ont demandé à retirer leur bille. Ce qu'on n'a pas pu empêcher de faire, mais c'était l'écroulement du journal. Et vous savez qu'un journal, quand un journal ne paraît pas pendant 2 ou 3 numéros, c'est fini, le journal n'existe plus. Donc ça a été une course contre la montre pour essayer de trouver un nouvel acquéreur. Et personne ne se manifestait. Tous les grands journaux de l'époque, que ce soit Tintin, Spirou, que ce soit même Vaillant, le seul écho favorable, ça a été Dargaud. Parce que Dargaud, il trouvait là une chose fantastique pour lui, c'est c'était un éditeur, mais qui avait très peu de choses en édition. En fait, son gros morceau, c'était de prendre la licence de Tintin pour la France. Mais il dépendait quand même du Lombard, l'éditeur de Tintin et le créateur du journal. Donc pour lui, c'était important d'avoir sa propre publication pour la jeunesse. Donc il a acheté pour un franc symbolique ce journal, puis par la suite, évidemment, il a entretenu financièrement ce journal. Voilà comment la chose a abouti à ce que Dargaud devienne éditeur. Évidemment, Astérix n'avait pas encore montré le bout de son nez, puisqu'il paraissait dans un journal, mais on ne pouvait pas prévoir l'événement qui a constitué le succès qui a suivi. C'est après, en 61, où Dargaud a décidé de publier des albums, comme ça se faisait habituellement. Et le premier album a été édité à 6000 exemplaires. Il a assez bien marché, mais le bouche-à-oreille a fonctionné quand même assez rapidement. Le deuxième, on sortait 2 albums par an, puisqu'on avait de l'avance du fait de la sortie en 59 du premier épisode. Et très rapidement, les chiffres ont commencé à monter. Et là, on a senti avec René qu'il y avait peut-être quelque chose de phénoménal qui se dessinait à l'horizon, sans prévoir encore la monstruosité des chiffres qu'on a connus par après. Je me souviens par exemple que quand nous sommes arrivés à 100 000 exemplaires pour la sortie d'un album, ce qui à l'époque était prodigieux, un best-seller en bande dessinée, c'était 50 000 exemplaires. Ne parlons pas de Tintin, qui était un cas atypique qui ne nous concernait pas. Tintin, on n'essayait même pas de vouloir se rapprocher de ça. Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était l'alouette des Gaulois. Puis ensuite, je ne donne pas les chiffres parce que je ne les ai pas en main, mais je pourrais vous les donner si vous les vouliez. De titre en titre, ça augmentait jusqu'à, en 65, où nous sommes arrivés, je crois, à 600 000 exemplaires, où là, la presse, et entre autres, je crois que c'est l'Express qui a sorti une couverture avec le personnage en disant le phénomène Astérix, phénomène de société, et où tout le monde commençait à se dire oui, bah, évidemment, le succès d'Astérix, c'est normal, ça titille un petit peu l'esprit cocardier et franchouillard en France, et il est normal que... Ça m'était surtout dit par des confrères belges, qu'on ne savait pas que ça puisse marcher comme ça. Effectivement, ça nous embêtait un peu, parce que si ça avait été ça, ce n'était pas notre but. Et puis, Dieu merci, par plus tard, l'Allemagne a pris, et d'autres pays ont pris Astérix, et le chiffre est arrivé aussi très, très gros. Et là, on s'est dit, on pouvait répondre en disant, il n'est pas question de franchouillard ou de cocardier, du fait que l'Allemagne n'a aucune raison de rentrer dans dans l'esprit que vous voulez bien leur donner. Et il y a autre chose derrière tout ça. Quoi, on n'en sait rien, mais il y a autre chose.
Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledou. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis plongeaient sur la nourriture. Au petit chilpéric qui était rachitique, on jetait les épluchures. Oui, j'aimerais, si vous voulez bien, revenir un petit peu sur notre collaboration, Goscinny et moi, pour bien montrer comment nous avons travaillé finalement pendant 26 années, dont 18 pour Astérix. Moi, j'étais tellement heureux de lire son scénario, parce que pour moi, c'était une joie extraordinaire. Quand il m'envoyait son scénario, il attendait au bout du fil. Il attendait que ça se passe. Et quand c'était trop long, il me téléphonait. Alors, où tu en es? Et une seule fois, j'ai eu la malencontreuse idée de lui faire la farce de dire « Comment t'as trouvé ça ?» Bof. Il est en silence de mort de l'autre côté. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je réagisse. J'ai dit « Ben non, couillon, mais c'est comme d'habitude, c'est extraordinaire. » Il m'a enguirlandé, il m'a engueulé. On dit « Ne me fais plus un truc pareil, salopard !» Enfin bref, il m'a traité de tous les noms. Parce qu'il était très accroché pour savoir si vraiment, quand on écrit effectivement ou quand on fait... Moi, pareillement d'ailleurs, quand je dessinais, il était le premier à voir mes planches et quand je le voyais rire de mes planches, ben, j'étais content. On a ces petites satisfactions comme ça et ça, c'est parce qu'on s'entend bien. Quand on s'entend bien, quand on aime le travail de l'autre, on préfère le travail de l'autre à son propre travail. Oui, alors là, nous entrons dans une phase très difficile, même très difficile pour moi d'en parler, parce que c'est un moment qui a été dur du fait de la disparition brutale de mon ami René Goscinny, à laquelle personne ne pouvait s'attendre, à commencer par lui-même d'ailleurs. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est rentré bien portant dans une clinique, qu'il en est ressorti les pieds devant. Bon, ça a été évidemment, vous vous en doutez, un choc épouvantable. D'abord pour sa famille, c'est évident. Et puis pour moi qui a appris la nouvelle un peu tardivement, parce que j'étais en voyage. J'étais du côté de Toulouse et j'étais en voiture. Et bon, ça s'était passé le matin du 5 novembre. J'étais avec un camarade, nous revenions. Et puis dans sa voiture, il me dit « Tu veux pas écouter la radio ?» Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit « Oh non, la radio, ça m'embête d'écouter la radio. » Et on est arrivé chez moi très tardivement le soir, et là, ma femme m'a prévenu, et j'ai reçu vraiment le ciel sur la tête. Là. Ça a été effroyable. Et ma première idée, c'est de me dire bon, j'ai perdu quasiment un frère, parce que Goscinny, je le considérais un petit peu comme un grand frère, alors qu'on n'avait que 8 mois d'écart. Hein. Il était de 8 mois mon aîné. Mais vous savez, je ne crois pas au signe... le signe des astres, il était du signe du lion, et donc il avait, disons, toujours l'impression de vouloir diriger les choses. Et moi, ça me convenait parfaitement, d'ailleurs. Et donc, il me disait toujours, d'ailleurs, quand je faisais une bêtise, quand il m'arrivait une bêtise dans la vie, il me disait « Je t'ai toujours dit de ne pas sortir sans moi ». Ça, c'était son truc. Donc, pour moi, c'est un frère que je perdais, c'était un ami, évidemment, et puis donc... professionnellement, ça m'interpellait, comme on dit. Et ma première impression a été de dire j'ai perdu aussi Astérix. Astérix est mort. Et alors là, il y a eu un phénomène quand même qui m'a bouleversé. Au milieu de ce bouleversement, il y a eu un autre phénomène, c'est que les médias ont fait évidemment un grand bruit de cette disparition, ô combien tout à fait normal d'en parler. Grand fracas, avec des couvertures de tous les grands médias, de tous les grands journaux. Ceci dit, en passant, évidemment, beaucoup m'ont appelé pour me demander une couverture avec un Astérix qui pleure. Vous voyez le bon goût de certains journalistes. Bon, évidemment, c'est pas moi qui répondais au téléphone, c'est mon épouse qui a envoyé tout ce beau monde dans leur drame. Mais les articles de journaux étaient assez édifiants, c'est-à-dire que eux aussi avaient enterré Astérix. C'est-à-dire que, bon, le papa d'Astérix est mort, Astérix est mort, et moi, je n'intervenais pas, j'étais complètement absent de tout ça. Ce n'est pas que j'étais gêné et j'étais offensé de l'affaire, mais c'est qu'on enterrait mon personnage, alors que je n'avais pas dit mon dernier mot. C'est-à-dire que moi, évidemment, a priori, c'était
évidemment mon impression. Mais j'ai trouvé indélicat quand même qu'on prenne comme ça tout de suite les devants en disant c'est fini. Mais nous nous écartons un peu du sujet qui consistait à la souffrance d'avoir perdu un grand ami. Et je me suis rétabli un petit peu sur le plan moral. 2 ans après, je me suis dit quand même, j'ai envie de relever le gant et de relever le défi. Je ne vous passe pas les détails qui se passaient dans la presse où certains de mes confrères donnaient leur avis là-dessus, en disant, par exemple, entre autres, il y en a un que je ne veux pas citer, mais qui a écrit celui qui reprendra le scénario d'Astérix se cassera la gueule. Je trouve ça un petit peu pesant quand même. Et tout ça a fait que je ne savais pas que je l'étais, mais là je me suis trouvé être orgueilleux. J'ai eu un réflexe d'orgueil en me disant mais on me prend vraiment pour rien, pour de la merde. Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 18 ans avec Astérix pour être complètement écarté comme ça? Et je me dit bon, puisque c'est comme ça, j'arrivais en fin de contrat avec Dargaud, en fin du mois de janvier 80, je vais constituer ma société, une société d'édition. Je n'avais strictement aucun titre, évidemment. Les titres étaient faits Dargaud. Et je me suis lancé dans l'aventure. Alors je suis devenu éditeur, mais un éditeur un peu particulier. C'est que je ne voulais éditer simplement que ce que moi je réalisais. Il n'était pas question d'aller éditer Pierre, Paul ou Jacques. D'abord parce que j'ai toujours eu un frein de vouloir éditer et d'exploiter, d'avoir l'air d'exploiter le talent d'un autre. Ça n'a pas été compris non plus, puisque j'ai eu beaucoup de coups de fil de confrères me disant « Pourquoi tu ne prends pas ?» Bref, je dis tout ça pour faire des mises au point, parce qu'il faut en faire beaucoup pour cette période. Et il a fallu que je travaille donc pendant 7 ou 8 mois sur le premier titre, qui était Le Grand Fossé. Certains ont voulu voir l'image du Grand Fossé qui s'était établi entre mon éditeur et moi. Donc c'est tombé comme ça, parce que l'idée du Grand Fossé n'a rien à voir avec ça. Et puis là, bon, évidemment, j'ai commencé à me poser la question, comment ça allait être reçu auprès du public? Ben, il a très bien marché. Bon, j'ai eu un soulagement, mais ça ne m'a pas convaincu, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être eu un sentiment de curiosité de la part de ce public, et puis que si ça ne leur plaisait pas, le deuxième, alors là, j'allais m'asseoir par terre. Donc il a fallu attendre que le deuxième apparaisse pour savoir si vraiment les choses pouvaient continuer. Puis les choses ont très bien continué. Et je vous dirais même qu'elles ont même mieux continué que chez Dargaud, pour des tas de raisons d'ailleurs, des raisons qu'il est bon d'expliquer aussi, parce que on ne pourrait pas concevoir que je puisse vendre seul beaucoup plus de titres que nous en vendions René Goscinny et moi. Alors que le talent de Goscinny était ô combien supérieur à ce que j'ai pu faire. Mais il se trouve qu'il y a eu un phénomène que j'ai appris par les distributeurs. Dargaud, qui avait une collection évidemment très importante, avec des titres qui se vendaient très mal. Dargaud faisait du chantage, c'est-à-dire qu'il disait au point de vente « Vous aurez tant d'Astérix à condition que vous me preniez à la fois autant dans mon catalogue ». Ce qui freinait évidemment la prise de titres d'Astérix. Qui fait que moi je l'ai appris par après, parce qu'il n'y avait aucune raison que lorsque nous sommes partis, on m'a dit « Ouf, là enfin on est libre de prendre le nombre d'exemplaires que l'on veut ». Vous voyez comment les choses ont tourné. Alors bon, je ne veux pas trop critiquer non plus sur quelqu'un qui est disparu, qui n'est plus là, mais le fait est là, c'est un fait. Ceci pour expliquer techniquement les raisons pour lesquelles aujourd'hui le dernier Astérix a été placé à 3 millions d'exemplaires, et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 700 000 exemplaires qui ont été effectivement vendus. Les 300 000 vont se vendre avec le fonds. Et pourquoi ai-je vendu 1 million de plus que le dernier Astérix que nous ayons fait avec Goscinny? C'est incroyable de le penser, alors que Astérix avait fait une carrière de 18 années. Le druide à noble tête arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi. C'était la loi des... J'essaye d'expliquer tout de même que si j'étais véritablement un homme d'affaires, j'aurais constitué, comme l'ont fait beaucoup de dessinateurs, un studio. Et c'est pas un album tous les 3 ou 5 ans que je sortirais, mais c'est un album par an déjà, minimum. Et que depuis maintenant 16 ans, j'aurais dit 7 albums. Alors que j'en ai fait que 6.
ça me convient parfaitement et je n'en ferai peut-être pas beaucoup plus maintenant, vu mon âge. Et je ne souhaite pas le faire parce que je veux avoir toujours autant de plaisir à faire ce que je fais et je ne veux pas industrialiser mon travail. J'ai toujours dit que je n'étais qu'un artisan qui travaille à sa main, une main difficile à conduire maintenant, d'où un peu les longueurs de temps pour réaliser un album. C'est vrai, 52 ans de carrière, ça fait quand même un bail. Je pense que je vais pas à rougir de ce parcours, bien au contraire d'ailleurs. Je pense que c'est un parcours que je souhaite à beaucoup. Non seulement sur le fait qu'il y ait eu ce phénomène extraordinaire, cette explosion d'un personnage à laquelle personne ne pouvait prétendre, y compris surtout pas les auteurs. Tout ce que je souhaite, c'est que mes lecteurs ne m'abandonnent pas, ou en tout cas que je puisse satisfaire encore leurs désirs. Et puis, ma foi, comme dirait Panoramix, le ciel peut nous tomber sur la tête un jour, mais c'est pas demain la veille. Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était l'alouette des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledoux.